J'entends pas. Oui. Alors, pour ceux qui nous retrouvent donc dans cette deuxième partie de l'émission Note de lecture critique du livre, ce samedi en compagnie donc de Bébé Patti Nefertari, hein, ou alors si vous voulez Patti Bébé Nefertari, auteur donc de Everlasting, que nous parcourons depuis quelques moments déjà ensemble cet après-midi. Alors, la régie me rassure qu'elle est toujours avec nous. Alors, après donc cette minute de pause, nous sommes heureux de vous retrouver, cher Patti Bébé Nefertari. On a donc vu ensemble, n'est-ce pas, dans la première partie de cette émission, les turpitudes du personnage Dian. Et donc, je voudrais rassurer que il n'y a pas que de mauvaises choses pour la femme hein, dans ce livre. Je voudrais vous proposer de nous dire, n'est-ce pas, quelles sont pour vous les parties qui vous ont paru les plus parlantes dans ce livre pour ceux qui l'achèteront. Je vous laisse le soin de nous les lire. Ben, bon, puisqu'on a déjà parcouru la phase de Dieng, mais j'aimerais quand même... oui. J'aimerais quand même choisir quelque chose. Voilà. Je vais lire quelque chose, la page 71, une partie de la page 71. C'est la même page que chez moi, je suppose. Hein? D'accord. Oui, c'est la même chose. D'accord. Page 71. OK. Ah. Très intéressant, oui. Voilà. L'homme qui faisait rêver plus d'une. Je lis un extrait parce que j'ai lu cette partie-là, effectivement. Je vous laisse lire le début de la page. Bon, je vais commencer à la page plutôt 70, achever sur la page 111, c'est très rapidement. Ok, on vous laisse lire. Je t'en prie, je commence au milieu. Oui. Je t'appelle demain, d'accord? D'accord. Fais-moi confiance, tout sera arrangé avant ton arrivée. Cette réponse rassura la jeune femme et ils prirent congé l'un de l'autre en se souhaitant mutuellement une bonne soirée. Même si Mélonée n'était pas un mendiant des rues parisiennes, c'est lui qui aimait à dire qu'il n'était pas un bourgeois, étonna quand même la jeune femme avec sa générosité. Cela ne courait pas les rues dans sa communauté, mais bon, il portait à lui tout seul la casquette de juriste, consultant financier et propriétaire d'une agence immobilière internationale de luxe. C'est-à-dire que l'homme comptait parmi les meilleurs paris de son entourage. Il pouvait alors se permettre un billet d'avion pour un collaborateur et pourquoi pas son logement dans un 5 étoiles de l'une des villes les plus célèbres du monde ou lui offrir un dîner à 6 couverts dans un étoilé Michelin. La belle s'allongeant enfin, pensive dans son lit. Ce soir-là, elle eut tout le mal du monde à trouver sommeil malgré la fatigue. Dian réalisa alors qu'elle venait délibérément d'accepter l'invitation d'un inconnu. Elle cogita déçue et se dit pour se conforter. Qui ne risque rien n'a rien. Pas qu'elle soupçonnait son futur hôte de lui cacher quelque chose, non. Mais cette invitation subite lui semblait étrange et risquée. Mélonée se gardait d'en donner des détails. Cela prenait une allure de piège, mieux d'un rencard à l'aveuglette. La jeune femme en était attirée et réticente en même temps. Excitée à l'idée de le rencontrer et effrayée également. L'homme qui faisait rêver plus d'une semblait un réel danger pour la belle. Un vrai ami, attentionné, mystérieux, intrigant. Il était aussi d'un sex appeal déconcertant. Passer un week-end en sa compagnie était comme jouer avec le feu dans la forêt tropicale sans au préalable localiser les premières stations de sapeurs-pompiers. Un risque osé pour une célibataire, en somme. Pour calmer ses nerfs, mis à rude épreuve, la jeune maman s'efforça de se répéter. C'est un collaborateur et rien de plus. Il y aura probablement, très probablement, d'autres collègues à ce dîner, et cela marcha curieusement, car Morphée la visita sans tarder. Un extrait qui d'ailleurs en dit long sur ce dont on a parlé précédemment. Hein? On est d'accord que oui. enfin on voit donc que Dian va finir par donner des signes d'ouverture
à une histoire d'amour. Alors, Mélonet, je vous laisse expliquer à ceux qui nous suivent. Mélonet, c'est ce charmant homme qui lui-même était déjà en couple avec une première. Que sera la suite? Je vous laisse nous la commenter pour ceux qui nous suivent. En fait, effectivement, je ne vais pas directement passer là pour dire à ceux qui nous suivent que, effectivement, Dieng est réticente à de nouvelles aventures amoureuses parce qu'elle sort d'une crise, elle sort d'un divorce. Un divorce qui lui a laissé des séquelles parce qu'elle divorce de quelqu'un qu'elle considérait comme l'amour de sa vie. Et donc, elle passe une période de néant comme ça, où elle ne sait plus, elle s'est remise en question, elle ne sait plus exactement se situer en termes d'affection, en termes de sentiments. Elle refuse complètement, elle se renferme sur elle, elle refuse complètement d'accepter quoi que ce soit qui pourrait sortir son cœur de l'écran en acier dans lequel elle pense qu'elle a protégé. Et subitement, Mélonet qui a vraisemblablement le même parcours, presque le même parcours de vie que Dieng. Et là, parce qu'il insiste et persiste, il lui arrache un rendez-vous et voilà, elle commence à s'ouvrir, comme vous savez, comme cette belle fleur, lorsque le printemps arrive dans son jardin, c'est cette belle petite fleur qui éclore les premières semaines, elle se met à s'ouvrir peu à peu parce qu'elle ressent peut-être quelque chose qu'elle a essayé de comprimer vis-à-vis de celui qui devient son hôte, qui l'invite à un week-end. Voilà. Et plus loin, on a une autre conversation qui est assez intéressante. Hein. Je vais lire juste deux lignes. La page, s'il te Notre plaît. chambre, à moins que tu préfères qu'on aménageât une autre. Je suis à la page 253. Ok. Hein? D'accord, vas-y. Deux phrases, seulement deux phrases. Notre chambre, à moins que tu préfères qu'on aménageât une autre. Oh, la belle le regarda les yeux écarlates. Elle avait envie de se jeter dans ses bras, de l'entraîner délicatement sur le lit et de lui faire l'amour jusqu'à en perdre raison. Un commentaire sur cet extrait? Mais, effectivement, vous savez... Ah, mais ça, c'est fabuleux, ça, n'est-ce pas? C'est tellement fabuleux, ça. Hein? On parle des histoires d'amour et on voit l'enfant qui vient prendre maman dans ses bras. Comme c'est fabuleux. Nous sommes là dans de la réalité. Hein? C'est pas de la téléfiction ici. C'est de la réalité. Ah, c'est beau, ça. Bravo. Merci. Effectivement, Dieng, les choses ont tendance à se passer, et puis elle est invitée chez le... Voilà, il faut déjà rappeler que lorsque Dieng arrive, elle avait exigé que le monsieur lui dise exactement où elle va loger au départ. Donc lorsqu'on va parcourir le livre, on va constater qu'il lui avait réservé un hôtel, il avait pris toutes les dispositions pour ne pas la frustrer, pour ne pas la brusquer, pour l'amener progressivement à comprendre l'idée qui était cachée derrière l'invitation. Et finalement, les choses se sont beaucoup plus bien passées qu'elle n'en appréhendait, et elle est invitée à découvrir où son hôte, habite réellement. Et donc, il l'amène découvrir la maison. Et voilà, il lui présente la maison et il lui présente quelles sont ses intentions. L'intention, voilà, la chambre où il loge, où il dort, dont il espère qu'elle acceptera de la partager avec lui. Et il utilise le terme notre chambre, qui est quelque chose qui est très personnalisé. Pourquoi notre chambre? Parce qu'en réalité, au cours de ce week-end, il y a quelque chose de formidable qui se passe. Il y a quelque chose de formidable qui se passe, c'est que Mélonet propose à Dieng de l'épouser et elle accepte. Quelque chose qui se passe en une semaine et dont le lendemain ou après, c'est donc logiquement qu'il amène découvrir la maison où il estime où il propose qu'ils vont habiter ensemble. Et là, il dit notre chambre. Et c'est quelque chose qui choque d'abord la jeune femme, mais qui l'amène aussi à réaliser, mais cet homme, il parle désormais de nous. Il ne parle plus de lui. Ça veut dire qu'il y a déjà un rêve commun. Et
combien de femmes et d'hommes espèrent arriver ce moment-là dans la vie. Très nombreux, j'espère, et pas milliers. Parmi ceux auxquels j'ai parlé, je parle tous les jours, personnellement. Oui, alors, donc, à l'entente de cette partie, de cette deuxième partie de l'émission, je rappelais que Dien s'ouvrait finalement et qu'elle donnait également de l'espace à son cœur. Et effectivement, cet extrait qu'elle vient de lire l'est intentionnellement. On peut y comprendre finalement que ne pas se précipiter est aussi une façon de faire, une façon d'être. Est-ce que c'est la leçon que vous semblez donner dans votre roman? Le roman, les personnages de ce roman et la petite touche que j'y ajoute, c'est effectivement pour faire comprendre à ceux qui nous lisent, à mes lecteurs, que lorsqu'on recherche quelque chose de précieux, parfois il faut laisser le temps, il faut prendre le temps qu'il faut. Nous assistons malheureusement à beaucoup de ruptures de mariage parce que la problématique sociale, telle qu'il faut se marier à un certain moment, à un certain âge, où on commence à vous considérer comme une vieille femme, une vieille fille, où on commence à vous considérer comme un vieux garçon. Donc il faut prendre le temps de comprendre, le temps de découvrir l'autre qui s'offre à vous, et le temps de savoir quelles sont les valeurs que nous partageons ensemble. C'est important. Quel est comment je dirais, le défaut qui m'agace le plus chez le partenaire que je veux avoir et le défaut que je peux tolérer toute la vie. Parce que beaucoup de gens ne se posent pas cette question-là. On est dans l'euphorie d'être amoureux, on est dans l'euphorie de l'émotion d'être amoureux. Il faut pouvoir passer de la phase d'être amoureux à la phase d'aimer. La phase d'être amoureux, ça dure quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Mais passer à la phase d'aimer littéralement est la chose la plus difficile. Mais pour arriver à cette phase-là, il faut se poser la question. Je dis toujours, quel est le défaut qui m'agace le plus chez la personne que je voudrais avoir comme mon partenaire à vie? Et l'autre question, c'est est-ce que je peux supporter ce défaut à vie? Si la question est oui, on s'engage à vie avec cette personne. Si la question est non, on ne s'engage pas parce que ça va nous amener vers le divorce. Et effectivement, il y a lieu de prendre le temps de découvrir. Vous savez, lorsque les gens commencent une histoire, beaucoup de gens sont très peu sincères. Les gens jouent, ils veulent offrir, ils veulent montrer ce que l'autre voudrait voir. Il faut dépasser ce stade-là pour réellement constater qu'on aime, on est amoureux de quelqu'un et qu'on a de l'amour pour quelqu'un. Et ça fait une grosse différence lorsqu'on se décide de franchir le pas. Si on a répondu à cette question-là, ce défaut-là, est-ce que je suis à mesure de le supporter toute la vie? Par exemple, si ma partenaire ou mon partenaire est quelqu'un qui ne peut pas rester toute une vie avec un seul partenaire, ça veut dire que quelqu'un qui a tendance à aller voir ailleurs, est-ce que c'est un défaut que je peux supporter? Si c'est quelqu'un qui a tendance à imposer uniquement son point de vue dans la relation, est-ce que c'est un défaut que je peux supporter? Lorsqu'on a répondu à cette question, on a constaté ce qui est le plus difficile et qu'on a dit je peux supporter, alors tout le reste ne compte plus parce qu'on va uniquement voir les choses du bon côté. Donc il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Est-ce que vous pensez que le temps pris par Dien dans le cadre de ce roman lui a permis de connaître le défaut de Méloné, dont elle rêve subitement de se retrouver dans les bras, dans un lit? Vous pensez vraiment? Oui, parce que lorsqu'on lit le livre, ils se connaissent depuis très longtemps, mais sans s'être jamais rencontrés. Parce qu'ils ont d'abord commencé à travailler ensemble. Ils collaboraient sur des projets et en ligne. Donc ils travaillaient, ils passaient beaucoup de temps à travailler ensemble, ils passaient le temps à se découvrir, même si la jeune femme restait très professionnelle, mais de temps en temps, elle prenait par exemple son appel et elle se confiait à lui quand elle se sentait mal. Parce qu'il faut rappeler que Dieng est une jeune femme qui a des enfants. D'accord, qui a des enfants, est voilà, d'un autre mariage. Et en ce moment, elle se sent parfois très seule.
très seule, juste avec ses enfants. Et après, elle a commencé à dire, mais moi, aujourd'hui, je suis une femme accomplie, je suis bien professionnellement, je suis bien financièrement, j'ai de l'autorité dans l'entreprise dans laquelle je travaille, je suis bien dans la communauté sociale, dans mon network social. Mais maintenant, je vais m'amuser, j'ai raté le mariage, en fait, mon mariage est brisé, je vais m'amuser parce que je suis encore jeune. Et elle a commencé juste à de temps en temps sortir, s'amuser, voilà, se la péter, elle rentre. Et finalement, elle a en face d'elle quelqu'un qui s'intéresse réellement à elle. Mais vraiment pendant très longtemps, pendant plus d'une année, ils travaillent ensemble. Et ils travaillent ensemble presque de manière bénévole, mais beaucoup d'heures par semaine. Donc de temps en temps, quand elle se sent mal, le mec, il était à mesure de voir qu'elle se sentait mal. Après le travail, Dieng pouvait la contacter pour dire « Est-ce que tu peux me parler ?» Même si elle jouait les femmes fortes, ils ont quand même appris à se connaître pendant longtemps, avant qu'elle cède à ce rendez-vous, à cette invitation. Est-ce que vous êtes en train là de donner un coup de poing, un coup de pied à tout ce dont on nous parle généralement sur le coup de foudre, sur, n'est-ce pas, cette autre façon de se laisser aller, de se laisser emporter par les choses merveilleuses de cette vie? Vous semblez dire qu'il faut faire attention, qu'il ne faudrait pas. Non, on peut avoir le coup de foudre. C'est bon d'avoir le coup de foudre d'ailleurs. Et là, maintenant, est-ce que dans ce coup de foudre-là, qu'est-ce qu'on veut entretenir? Est-ce qu'on veut entretenir une flamme pour quelques jours et se dire, écoutez, on va s'éclater et puis ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas? Ou alors on dit, oui, j'ai quelque chose pour cette personne, mais je ne voudrais pas que cette personne soit quelque chose de passager. Dans ce cas, on prend un autre cheminement. Et c'est peut-être, c'est d'ailleurs ce que Dieng a fait, Meloné également, parce que Meloné ne l'a jamais précipité. Quand il a constaté qu'elle ne voulait pas parler d'autre chose, qu'elle ne voulait pas aller plus loin, il s'arrêtait. Il lui a montré pendant très longtemps combien il la respectait. Mais comme elle n'avait pas Dieu pour lui, parce que peut-être qu'elle ressentait quelque chose, mais elle s'en foutait, elle ne le considérait pas comme un parti pour lui, elle n'y a jamais songé. Mais le jour qu'il invite finalement, le jour qu'il se voit, elle sent que c'est l'homme qu'elle attendait. Son fort intérieur lui dit, mais putain, c'est peut-être lui, c'est lui d'ailleurs. Et donc, elle s'ouvre et les choses merveilleuses se passent. Alors, Parti Bébé, ce roman est une illustration de nos vies quotidiennes, est une illustration de ce qui se passe dans nos familles. Est-ce que très honnêtement, vous pensez que, même si cette histoire est assez romancée, que la réalité africaine est vraiment en adéquation avec ce qui est mis? Je voudrais être concret en disant, que diriez-vous aujourd'hui de ces situations où on voit des familles recomposées en Occident? Parce que dans votre livre, vous dites une chose, d'ailleurs, que je voudrais souligner. Vous dites, une fois quitté l'Afrique pour l'Occident, Dieng s'exilait dans ces contrées où on est loin des préjugés. Pensez-vous, une fois que vous l'avez dit, que c'est le fait d'avoir été loin de l'Afrique que Dieng a été sauvé des préjugés et que Meloné également, parce qu'on sait très bien le poids des familles qui disent « Ah, elle avait déjà des enfants. Ah, il avait déjà des enfants. » Un commentaire là-dessus. Je ne sais pas si j'ai bien formulé mon propos. Je comprends ce que vous dites, mais le fait que Meloné et Dieng se retrouvent hors de leur pays d'origine les a aidés à dépasser certains préjugés. D'accord. Il faut rappeler que Dieng est une jeune divorcée, Meloné est un jeune divorcé. Tout à fait. Les deux étaient confrontés aux mêmes difficultés presque. Donc, même si les parents de Dieng ont accepté qu'elle se soit mariée à un occidental, je ne développe pas ça trop, mais après elle divorce. Elle divorce parce que la personne qu'elle avait en face de soi n'a pas réussi à comprendre sa culture à elle. Alors qu'elle, elle s'y est imprégnée. Elle s'est imprégnée dans la culture de son ex-époux. Meloné, pareil,
il a une épouse occidentale, blanche également, qui au départ lui montre tout le soutien possible. Et à la fin, veut le couper. Jusqu'au jour où il l'invite au Cameroun et elle dit qu'elle ne peut pas y rentrer parce qu'il y a des moustiques et tout ça. Effectivement. Donc, lorsqu'ils se sont rencontrés, il était étudiant. Il allait faire un stage dans l'entreprise où cette jeune femme était aussi juriste, Johanna. Et ils se rencontrent là, elle lui offre tout le soutien possible. Il tombe amoureux, il lui offre tout le soutien possible jusqu'à ce qu'il se marie. Et ils vont même au Cameroun, ils vont même en Afrique, au Cameroun, une fois après le mariage. Elle lui promet tout son soutien. Mais dès que les enfants naissent et que le mec réussit réellement à devenir quelqu'un de socialement important, elle veut le couper de sa famille. Or, Meloné, il quitte de chez lui avec la promesse qu'il reviendra chez lui. Il fait cette promesse à sa mère, à son père, à ses frères. Et il faut même d'ailleurs dire que Meloné faisait aussi la promesse de revenir à Julie, sa copine de l'université. De l'université au Cameroun, effectivement. Voilà, c'est quelque chose qui se passe régulièrement aujourd'hui. Un homme ou une jeune femme qui part, qui avait déjà une amourette chez lui et qui promet de revenir même après. Parfois, le cours de la vie change, comme celui de Meloné. Il a fini ses études, il a pu se trouver un très bon stage. Après le stage, il a été retenu, donc il a trouvé un emploi, il s'est fait un appartement, il a rencontré Johanna, mais il a quand même pu écrire. Il n'a même pas pu écrire à Julie immédiatement, mais il a revu Julie quand il est reparti pour lui dire « Julie, je suis désolée, mais les choses se sont passées autrement ». Mais il n'y a jamais eu de guerre parce qu'en même temps, quand la correspondance était coupée entre Julie et lui, elle aussi, elle a trouvé quelqu'un, elle a refait sa vie, elle était à l'aise avec ce qui s'était passé. Mais Johanna, qui avait fait des promesses à Meloné de le soutenir, à un moment, quand il devient socialement bien, riche et tout, elle veut le couper complètement de ses origines. Et après y être allé juste après leur mariage, quand il y a les enfants, il veut rentrer en vacances, il veut l'amener en vacances avec les enfants, il dit que je n'y vais pas, chez vous, il y a trop de moustiques, voilà. Et le mec, il est choqué, et la fille, elle rentre dans une colère énorme, et surtout le fait que quand il a constaté qu'elle ne le soutenait plus comme elle avait promis, et que lui, il avait promis, quelqu'un qui avait grandi dans la modestie, il avait promis que ses enfants ne grandiront pas dans la modestie, que ses enfants grandiront bien à l'aise, et il avait promis, il s'était promis, fait une promesse personnelle, qu'il construira à chacun de ses enfants une case s'il en aura la possibilité. Et il a eu cette possibilité-là, il a voulu engager ça, sa femme Johanna dit non, le chez nous c'est ici. Ici, en Occident, ici en Europe, ici en Europe, il faut préciser. Voilà. Ici en Europe, c'est le chez nous. Donc, elle prive les enfants de voir leurs grands-parents paternels. Lorsqu'ils doivent se voir, ce sont les grands-parents qui doivent se déplacer pour venir en Occident, même si ce n'est pas un problème parce qu'ils ont les moyens de le faire. Mais l'homme, parce qu'il a aussi un attachement culturel profond de ses origines, il voudrait que ses enfants connaissent d'où il vient, qu'ils apprennent également ce qu'il y a dans sa culture. Chaque Noël, chaque fin d'année, la plupart des fêtes, il les passait avec les grands-parents maternels. Et donc, ça commence à poser des frictions, à causer des frictions dans le couple. Et le mec, le jour qu'il décide d'amener encore sa famille en congé au Cameroun, la femme lui oppose une fin de non-recevoir. Mais ce jour, il ne cède plus. Il y va avec ses enfants. Et lorsqu'il rentre, commencent les difficultés de son couple qui finissent par un divorce. Donc la famille, les deux personnages vont devoir créer une famille recomposée. Et c'est une grosse problématique auquel nous faisons face en Occident, comme au Cameroun. Il y a trop, comme en Afrique, pardon, il y a trop de préjugés vis-à-vis surtout des femmes qui viennent déjà d'un mariage ou alors qui ont déjà des enfants. Diane se sent un peu épargnée des préjugés parce qu'elle est quand même en Occident et c'est des choses de plus en plus acceptées, les familles recomposées, même au sein de nos communautés très traditionnalistes, parce qu'il faut le dire que nos communautés africaines sont encore assez traditionnalistes, même comme elles sont en Occident, mais elles souffrent de plus en plus du fait
de l'impact des pays, le mode de vie social dans lequel ils vivent. Donc, elles se sentent quand même épargnées de devoir expliquer à chaque fois, parce que, voilà, il y avait beaucoup de similitudes. C'est que Dieng a des enfants métissés, Méloné a des enfants métissés. Donc, on va voir un couple de personnes noires avec des enfants métissés. Ça pose beaucoup de questions, mais ils se sentent épargnés parce qu'ils sont dans une ère géographique où c'est des choses qui sont de plus en plus acceptées. Elles se sentent donc bénies, vraiment, grâce à cela. Ben, écoutez, très belle explication. Un livre que je recommande beaucoup parce que c'est un livre qui nous parle à tous. Je voudrais ici donc rappeler à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous étions en compagnie de Pati Bébé Nefertari, entrepreneur, auteur, une amoureuse des romans qui ne se revendique pas romancière. Est-ce qu'on a une explication à cela? Oui, l'explication c'est que je me vois en tant qu'un auteur qui ne veut pas être catégorisé parce que j'ai pour ambition de toucher plusieurs genres littéraires. Donc je ne voudrais pas qu'on me classifie dans le panier de romancière parce que demain je pourrais sortir un essai, demain je pourrais sortir une nouvelle, voilà. Donc j'ai déjà un guide pratique qui est Entrepreneuriat rural et 15 commandements, donc ça ne rentre pas dans le roman. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on me classe dans une catégorie parce que je veux être libre d'exprimer ma pensée, de partager ce que je pense avec le monde sur ma lecture du monde. Mais avant peut-être je ne sais pas si on est déjà en train de clôturer, j'aurais voulu lire un autre petit passage. Alors oui, vous allez autoriser. Allez-y, on vous écoute. Voilà, parce que c'est un passage auquel je tiens. Oui, on vous pour écoute. montrer combien Méloné, par exemple, se sent à l'aise avec ses choix culturels. Avec ses choix culturels, que ce soit dans sa vie de tous les jours, que ce soit dans la manière dont il collabore avec les gens autour de lui. Ça se lit d'ailleurs. I'm finishing. Yeah, it's all right. Ça se lit d'ailleurs même dans la déco de sa maison, et je voulais lire ce petit passage-là. On vous suit tout de suite. Voilà. Donc, je vais commencer en page 211 pour finir en page 213. Ça va aller très rapidement. D'accord. Donc, marchant le long de l'allée, ils franchirent une autre porte qui les conduisit dans une grande salle de séjour. Invité à s'asseoir, Dieng hésita quelques secondes. La respiration l'avait quitté un instant à la vue de ce séjour. C'était un espace d'environ 110 mètres carrés avec de larges fenêtres françaises dont les rideaux agrippaient offraient une magnifique vue sur le jardin. On se serait cru dans un petit musée. La belle s'assit donc sur l'un des fauteuils indiqués. Son tissu aux rayures colorées et verticales ne la laissa point indifférente. Jetant un regard inquisiteur autour d'elle, la jeune femme, qui est une amatrice de l'art et de l'antique, reconnut une collection Biedermeier composée de fauteuils, guéridons et armoires qui côtoyaient majestueusement un ensemble Louis XIV sans complexe. Sur les armoires était soigneusement posée une collection d'objets d'art africain dont la majorité représentait des figurines, des animaux, des tambours, des tam-tams miniaturisés, des statuettes anciennes et des pharaons et reines en bois d'ébène massif. Les murs, eux, présentaient fièrement des toiles de Van Gogh et de Rembrandt qui côtoyaient étonnamment celles de Kojo Kodjia, Barthélemy Tougo, Tutuli et Carole Onambele dans une déconcertante harmonie sans s'ombrager. Chaque élément était simplement à sa place. La salle à manger, savamment dressée à l'extrémité gauche, invitait irrésistiblement au dîner. Un chandelier portant des bougies allumées captura le regard de la belle. Elle y reconnut la non-concurrentielle finesse et la brillance du meilleur cristal au monde. Le cristal tchèque, je fais un peu de publicité. L'homme avait du goût, pardi. Son hôte s'était assis juste en face de son invité. Au bout d'un moment, il se leva et vint vers elle, s'accroupit et lui demanda en chuchotant, tout comme s'il partageait un secret. « Que voudrais-tu boire ?»« Une eau plate, s'il te plaît. De suite. » Il disparut par la porte, c'est ça?
Ensuite? Exactement. Je n'ai pas, Il disparut par la porte d'en face et revint quelques instants plus tard avec 2 verres d'eau. Il a prié ensuite. Détends-toi, la soirée ne fait que commencer. Je vais sauter, je vais juste partir avec l'autre paragraphe et puis je vais sur la page que je voulais vraiment lire aussi. Oui. Des questions au sujet de cette soirée, la belle en avait qui lui brûlait les lèvres. Mais l'atmosphère féerique, bercée par un air lancinant, rêveur, hypnotisant de musique, exprimait le génie de Richard Bonnat, une ode à l'amour dans sa poésie lyrique fairy-telleuse, telle qu'il en était seul à savoir en proposer aux âmes mélomaniaques, lui imposa le silence. Pour le moment, il fallait simplement profiter de ces instants magiques. Si tout continuait ainsi, ils auraient peut-être toute une vie pour en parler, en pleurer ou en rire, et pourquoi pas les 3 à la fois. Là, je passe... je vais passer à la toute dernière page que je voulais nous lire ici. Oui, on vous écoute. Voilà, je passe au chapitre 12, hein. Page 225. Diem prenait à peine une autre bouffée de son délicieux dessert qu'un groupe de personnes fit son entrée dans la salle de séjour. Mélonais se leva alors, un sourire triomphaliste aux lèvres. Ses amis, 3 paires de personnes élégamment habillées, se tinrent à quelques mètres de la table, l'air sérieux. Certains d'entre eux, 5, sortirent des cartons rouges en forme de cœur. Leur assemblage permettait de lire dans l'ordre. Veux-tu m'épouser, s'il te plaît, dis oui. La 6e personne, qui portait un joli bouquet de roses toute blanche, s'approcha de la jeune femme et le lui tendit. La belle le prit et le remercia. C'est alors que le Mélonais s'approcha de Dieng, posa un genou au sol sans la quitter des yeux. Il sortit un bel écran en forme d'un œuf Fabergé, l'ouvrit et laissa entrevoir une bague avec des pierres toutes scintillantes. Surprise, la belle, le cœur battant, a sorti de sa poitrine, la jeune femme réalisait enfin combien cet inconnu l'adulait. Il avait mis toute sa volonté à le lui faire comprendre depuis le jour où il avait invité pour un week-end. La jeune femme mesura également à cet instant même quels efforts l'homme avait dû fournir pour cacher ses sentiments durant de nombreux mois, prenant soin de ne ni la frustrer ni la brusquer. Elle s'avoua qu'il avait excédé la mesure du romantisme. Cela lui inspira respect, c'était évanouissant. Bravo. Je voulais lire ce passage. On est dans différents moments d'un roman, c'est-à-dire que ça finit toujours bien. Hein? Voilà. Mais on ne peut pas nier, on peut pas nier que la réalité aussi est ainsi. Hein? On a vu des histoires commencer péniblement et finir bien. Hein? Votre roman traduit vraiment le quotidien des hommes, des femmes, peu importe qu'ils soient africains ou occidentaux. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je suis très d'accord et d'ailleurs c'est pour ça que je voulais lire ce passage parce que nous avons tendance à penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ce roman aussi c'est pour encourager nos communautés noires à ne pas se tourner le dos parce qu'il y a du bon dans nos communautés malgré les difficultés. Il y a des hommes noirs romantiques. J'entends toujours ça et là nos compatriotes femmes qui se plaignent du manque de romantisme de nos hommes. Non, il y en a de romantiques comme Mélonais. C'est pour ça que je voulais lire ce passage. Merci de nous faire ce témoignage. Hein. Il faut simplement donner l'occasion. J'ai toujours dit, on n'a pas besoin d'aller chercher un blanc ou une personne d'une autre couleur. Ça veut dire un blanc n'a pas besoin d'aller chercher une noire ou le contraire pour trouver l'amour. Parce que l'amour, en réalité, et ce qu'on espère de l'amour, nous l'avons en nous-mêmes. Il faut offrir ce qu'on attend de recevoir. Il ne faut pas attendre de l'autre. Et si on veut avoir un homme romantique, il faut d'abord être romantique soi-même. Il faut donner à l'autre l'occasion d'exprimer ce qu'il peut ressentir et ce qu'il est. Donc nos hommes, ils sont autant romantiques que les hommes qui nous font fantasmer ailleurs. C'est ce que je voulais dire à mes sœurs noires, africaines surtout. Et aussi à vos frères noirs. Mais merci. Et à nos frères noirs.
Belle conclusion, hein? Belle conclusion. Alors, nous arrivons là au terme de cette émission. Il y a un âge pour papillonner. Il y en a un autre pour se poser et produire le miel. Entre les deux, que fait-on? Une belle phrase hein, que j'ai aimée dans ce livre également. Hein? Merci. C'est pour ça que Effectivement. C'est pour ça que je vous la reprends ici en fin de cette émission. Alors, je rappelle que vous êtes à votre deuxième ouvrage. Il y a eu un que nous n'avons pas eu l'occasion de commenter ici, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans. C'était en collaboration d'ailleurs avec également une dame, une brave dame, Marie Lissou. C'est bien ça? Oui, effectivement. Oui, Orzonde. vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. C'est ma 3e œuvre en réalité, mais ma 2e œuvre en tant qu'auteur total de l'œuvre. Parce que oui, nous avons eu en 2016 coécrit Orzonde avec l'auteur Marie Lissou. Et ensuite, en 2000, qui parle aussi, hein, Orzonde qui parle également des rencontres dans les réseaux sociaux, des difficultés, des difficultés des gens, que les gens rencontrent dans les réseaux sociaux aussi, mais également qui montre aussi qu'on peut faire de très belles rencontres au niveau... Oh, darling! Sorry, désolé. Qui montre également qu'on peut faire de très belles rencontres au niveau des réseaux sociaux en fonction de ce qu'on y va chercher. Donc ensuite, j'ai commis mon tout premier livre seul, c'est Entrepreneur rural, les 15 commandements, qui est un guide pratique pour ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat rural spécifiquement en Afrique. Et là, nous avons Everlasting, également commis l'année dernière, qui parle d'une belle histoire qui est en réalité une incursion dans la vie des diasporas africaines, les relations avec leur famille, avec leurs proches, mais également avec leurs propres rêves. Et leur propre vie de tous les jours, comme acteurs de cette société occidentale qui est parfois très prenante. Merci pour ce beau résumé de qui vous êtes et de vos œuvres. Je rappelle donc que Everlasting est un roman édité d'ailleurs chez vous. Hein. J'ai vu marqué édition bébé. Je suppose c'est... Ah oui. Effectivement. Donc, j'ai décidé de lancer ma propre maison d'édition. Bon, merci de me donner l'occasion d'en parler. Pour l'instant, c'est une maison d'édition en ligne, mais elle sera bientôt... sur le terrain au niveau de l'Afrique, nous travaillons dessus. C'est parti d'un constat. Le constat, c'est que il faut faire trop de courbettes pour trouver une bonne maison d'édition. Même quand on a un bon manuscrit, j'ai décidé d'être indépendante de cela, mais également d'ouvrir la porte à ceux qui voudraient ne plus avoir des manuscrits qui finissent dans les tiroirs et voilà, jusqu'à la mort. Donc, j'ai édité la maison d'édition, je l'ai lancée pour l'année dernière. Yes, go ahead. Je l'ai lancé l'année dernière pour Entrepreneur rural et désormais pour Everlasting. Ça sera le cas pour tous mes livres. J'invite d'ailleurs les écrivains en herbe, hein, pas que des jeunes, tout le monde qui a un manuscrit à nous contacter par patibébé2019@gmail.com. Patibébé en un mot, 2019 en un mot, @gmail 2019 avec des manuscrits. Parce que nous voulons produire surtout le livre africain et le rendre accessible pour qu'enfin les manuscrits ne pourrissent plus broyés par les souris et les termites dans nos tiroirs. On sait que c'est assez difficile de trouver une bonne maison, une maison d'édition pour l'Africain et que la plupart, lorsqu'on en a trouvé, beaucoup de gens ne sont même pas au courant qu'on a publié un livre parce que ces maisons ne nous accompagnent pas. Voilà. Mais écoutez, vous êtes bienvenue sur Diaf TV. Hein. Ici, nous recevons les auteurs qui nous sollicitent et qui nous envoient leurs livres. Une fois que le livre est à notre disposition, nous sommes toujours disponibles pour en parler. Généralement, c'est les auteurs. Ah, d'ailleurs, nous avons encore là une pile de livres qui attendent d'être discutés sur Diaf TV. Très souvent, les auteurs nous envoient les livres et après, eux-mêmes ne donnent pas de leurs nouvelles. Donc, votre message est passé. Vous avez donc entendu, chers web téléspectateurs et téléspectatrices de Diaf TV, vous qui avez des talents d'écrivain, n'hésitez pas. L'édition, la maison d'édition bébé est donc disponible pour vous.
Nous étions donc ce soir, cet après-midi, en compagnie de Pati Bébé Nefertari. Nous discutions donc de son livre Everlasting. Un livre donc qui est d'ailleurs préfacé par Prudence Marcel Ngomandeng II, juriste et médiatrice. Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Jaf TV, merci de nous avoir suivis pendant presque une heure. Un dernier mot donc à notre invité et puis après nous vous disons à très bientôt. Oui. Merci infiniment pour cette invitation. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que mes œuvres, spécifiquement Everlasting, sont disponibles sur www.patibebe.com et sur Amazon. Mais également, on peut les commander directement chez moi par WhatsApp ou par ma page Facebook. Merci pour cette opportunité que vous m'avez offerte ce soir et merci pour les téléspectateurs, les spectateurs qui étaient là. N'hésitez pas, vous êtes bienvenus sur Jaf TV, c'est notre rôle. Merci et puis un coucou à vos enfants qui nous ont également accompagnés pendant cette heure d'émission. Allez, agréable journée, au revoir et à la prochaine édition. Je pense que la semaine prochaine, nous recevons également, cette fois, je crois que ce sera plutôt un auteur qui doit être basé en Belgique. Je suppose qu'il est prêt. Je peux nommer Thierry Amougou, que nous recevons samedi prochain. Merci. Dis-lui bonjour à M. Thierry Amougou. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2012 en Belgique. Tout à fait. On ne manquera pas. Merci. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Na bala bola